a donc des contradictions. Le maire est chargé de faire un plan d'occupation des sols, mais ce n'est pas le maire qui délivre le titre foncier. Le conservateur foncier qui délivre. Il n'y a pas un endroit où vous trouvez la verdure, on dit que comme ici, on va voir de ici, on va. Alors s'il y a un espace comme celui-là, la commune aurait dû avoir un droit de préaction et prendre ça dans la perspective de la réalisation des projets d'intérêt commun. Vous, famille constitutive de la collectivité de Bonama, vous êtes sous sa protection. Mais comme il est un mauvais chef, il dit que ça, ce sont vos pères. Bonjour, monsieur Abel Limbilobé. Bonjour, cher papa. Bonjour. Nous sommes très ravis d'échanger tous ces derniers temps par rapport à notre projet. Nous sommes l'association des jeunes experts sur les questions foncières. Alors, nous menons un ensemble d'activités depuis ces derniers temps en ligne. C'est une succession de webinaires. Au total, ces webinaires sont au nombre de 3 qui ont débuté effectivement le 14 décembre, le 21 décembre, et le dernier webinaire c'est ce samedi sur la gouvernance foncière en Afrique en rapport avec l'action des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons décidé dans chaque webinaire de tabler sur une thématique, un pan de la thématique qui sont respectivement les enjeux, les défis et les perspectives. Alors ce samedi, nous allons parler des perspectives dans le cadre de la finalisation de ces échanges en ligne. Alors, le résultat que l'on souhaite avoir à la fin de ces webinaires, c'est d'organiser un grand colloque international sur la question. Parce que nous avons à ce jour beaucoup de partenaires, nous avons déjà beaucoup de représentations en Afrique qui suivent les activités de l'association des jeunes experts sur les questions foncières. Alors, en guise de petite présentation par rapport à notre travail, nous sommes une association qui a été créée en 2021, mais qui existe officiellement et légalement depuis mars 2022. Alors, si on peut revenir sur la présentation, il est important de ressortir notre valeur et notre devise qui portent respectivement sur la bonne gouvernance foncière au service du développement durable. Nous allons présenter quelques axes de notre mouvement, de notre association. Nous avons dénombré 4 axes ici, à savoir l'éducation, la formation, l'assistance et la sensibilisation. Ça, c'est le premier axe. L'autre axe porte sur l'expertise liée au foncier et au développement. Nous avons également l'aspect sur les partenariats et les projets. Et le dernier aspect, c'est la contribution scientifique et académique. Voilà en quelque sorte la présentation synthétique et sommaire de l'association des jeunes experts sur les questions foncières. Alors l'équipe qui est à Douala aujourd'hui est composée de 2 personnes. Je suis le chef d'équipe, je suis Mfouandré Bienvenu, docteur en histoire et directeur en charge du développement institutionnel de la décentralisation et de la coopération décentralisée au niveau de l'association. Je suis accompagné avec un frère au nom de Djete Boyoum Robré, et il est membre de la cellule informatique et de la communication. Alors, comme vous avez bien lu dans le cadre de nos échanges et de notre entretien ce matin, cet entretien va porter sur 3 questions principales. La première question, c'est de savoir quels sont les enjeux de l'implication véritable des CTD dans la gouvernance foncière en Afrique et au Cameroun à l'ère de la coopération décentralisée. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet va porter sur les perspectives pour une meilleure implication des CTD dans la gouvernance foncière en Afrique et au Cameroun afin de capitaliser les opportunités de développement à l'ère de la coopération décentralisée. Et le troisième volet de notre activité ou bien de notre échange, ça sera sur les perspectives pour une meilleure implication des CTD dans la gouvernance foncière. Voilà en quelque sorte le déroulé de notre échange ce matin. Oui, merci d'être soucieux de ce que la question foncière est en train de devenir comme problème
question foncière est en train de devenir un véritable problème. Pour le moment, les esprits simplistes peuvent ne pas saisir le danger qui va avec le développement de la problématique. Mais quand on voit les guerres qui se développent, notamment une vieille guerre de 70 ans, comme la guerre au Moyen-Orient entre les Arabes palestiniens et les Israéliens, on voit bien que autour des problèmes de type de civilisation, ces problèmes se greffent essentiellement sur la discussion sur la terre. La terre est ce qu'elle a d'essentiel comme l'eau. Parce que l'eau n'est pas au ciel seulement. Celle qui est au ciel ne se discute pas. Personne n'a les moyens d'aller la contrôler là-bas. Mais celle qui est à terre, elle se discute. Si vous voyez la question entre l'Égypte et l'Éthiopie et le Soudan sur le contrôle des eaux du Nil, vous voyez que nous sommes de nouveau sur la question de la terre et de l'eau. Ces deux questions intimement liées. La terre et l'eau sont liées parce que l'eau là est sur la terre, elle s'écoule sur la terre, elle suit le relief, elle obéit au climat qu'il y a sur une terre. C'est donc une question essentielle. Et la problématique sur le foncier, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui permettent une gestion harmonieuse de la terre. Cette problématique se complexifie avec les mouvements de population. Parce que s'il n'y avait pas de mouvement de population, chaque groupe social resterait là où Dieu l'a mis, et puis, et même jusque-là, on n'est pas sûr que à l'intérieur d'un même groupe, il n'y aurait pas de problèmes de contrôle de la terre. Donc, c'est un vieux problème, mais c'est aussi un problème éminemment complexe. C'est pour ça que je commence par vous dire, c'est très bien que des jeunes intellectuels de notre pays, vous êtes historiens, etc., que vous cherchiez à vous pencher sur cette question-là qui est d'une importance sensible dans la conduite des affaires publiques. Parce que les mouvements de population parfois empêchent les gouvernements d'avoir un contrôle efficient sur la façon dont on utilise la terre. Par exemple, l'hypercroissance de la ville de Douala, croissance en termes d'étendue, la vitesse à laquelle cette étendue s'opère, c'est-à-dire la ville de Douala grandit. La surface que la ville de Douala a aujourd'hui, ce n'est pas cette surface qu'elle avait en 1960. Même pas en 1970. Parce que moi, je suis dans cette ville depuis 1963. En 1970, la ville s'arrêtait à peine à Ndokoti. Là où vous voyez Ndokoti aujourd'hui, c'était la brousse. C'est pour ça que vous voyez que certaines unités industrielles
était installé là. Parce que la première idée qu'on a eue des zones industrielles, c'était là-bas. C'était là-bas. Et petit à petit, cette zone pré-industrielle s'est retrouvée complètement au milieu des populations. Et le gouvernement a eu l'idée de créer une mission d'aménagement des zones industrielles. Et elle a fait une réserve foncière. Mais cette réserve foncière même se retrouve aujourd'hui en pleine ville, complètement encerclée par des terres habitables. Au point où, quand les gens regardent la ville de Douala, ils n'ont pas l'impression que c'est un endroit où on peut faire l'agriculture. Puisque personne ne voit les terres qui sont cultivables. Toutes les terres sont quasiment habitées. Et on peut se poser la question, puisque toutes les terres de la ville de Douala sont habitées, mais les autochtones de la ville de Douala, ils font comment? Est-ce que, coutumièrement, traditionnellement, dans leur anthropologie, ils faisaient l'agriculture? Si oui, comment ils font maintenant puisque toutes les terres sont habitées? Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'on intègre les transformations en matière d'habitudes civilisationnelles, c'est-à-dire des gens qui faisaient l'agriculture et qui ne peuvent plus la faire maintenant, qui vont donc faire quoi d'autre? Etc. Vous voyez donc que les mouvements de population créent des problèmes liés au foncier, à la gestion foncière, qui vont bien au-delà maintenant de la gestion foncière pour atterrir sur l'organisation sociétale carrément, l'organisation de la société elle-même, avec les transformations des habitudes. Des gens qui faisaient de l'agriculture, mais qui ne feront plus de l'agriculture parce qu'ils n'ont plus de terre pour faire l'agriculture. Que deviennent-ils? Ils deviennent-ils quoi? Ils sont des industriels, des commerçants, des quoi? Voilà. Cette question, on peut se la poser par exemple sur l'eau. Si des gens étaient des populations de pêche et que l'eau advenait à disparaître, qu'est-ce que ces gens deviendront? Voilà. Donc, il y a des questions éminemment importantes et ces questions deviennent d'autant plus importantes que, à partir de 1996, l'organisation institutionnelle du pays a évolué. Le Cameroun est passé d'un État simplement unitaire à un État où on organise le territoire en collectivités territoriales qui ont une certaine autonomie par rapport au pouvoir central. C'est pour ça qu'on parle de collectivité territoriale décentralisée. C'est-à-dire que le pouvoir central confie à des autorités locales un certain nombre de missions. Sauf que, quand vous regardez les missions qui ont été confiées aux collectivités territoriales décentralisées, dans le cas spécifique du Cameroun, il faudra peut-être voir si ce qu'on fait au Cameroun, c'est exactement ce qu'on fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Il faudra, vous prendrez la peine de regarder un peu tout ça. Mais quand on s'en tient à ce qui se passe chez nous au Cameroun, dans l'organisation du territoire en un État décentralisé, le gouvernement a estimé qu'il fallait avoir des autorités beaucoup plus proches des groupes sociaux, des collectivités. Et ces collectivités, on leur reconnaît un établissement sur des espaces bien précis, avec des délimitations. Nous avons délimité le Cameroun en régions, et à l'intérieur des régions, on a fait d'autres délimitations en communes. Voilà. Mais quand vous regardez ces délimitations, elles épousent les contours anthropologiques des groupes sociaux. On n'a pas décidé que la commune de Déa, premier, soit n'importe comment. Elle est bien circonscrite là où les populations autochtones, Bassa et Bakoko, sont établies depuis la nuit des temps.
Et quand on s'en va faire la commune de son loulou, on ne la fait pas au hasard. C'est le territoire anthropologiquement occupé par les Babindi, qui sont une variante du peuple Bassa, qui devient la commune de son loulou, la commune de Ndom, la commune de Gambé, la commune de Pouma, etc., etc. Donc, ces collectivités dites territoriales sont aussi en réalité des espaces sociaux coutumiers. Et à partir de ce moment-là, on peut regarder quelles sont les missions qu'on a confiées à ces collectivités territoriales. Et on se rend compte que dans les mécanismes de transfert de compétences, on n'a pas transféré les compétences en matière foncière. Aucun maire ne décide de titre foncier. Aucun maire ne décide de les droits de propriété de X ou de Y. Les gens qui décident des droits de propriété, de la faculté à utiliser la terre ici ou là, se trouvent à Yaoundé. Ou alors dans les institutions déconcentrées. C'est le mot qui est consacré chez nous, c'est-à-dire les déconcentrations des ministères. Et là, dedans, dans les déconcentrations des ministères, on a affaire à une autre sorte d'autorité qui n'a aucun attachement à la terre qu'elle gère. Quand on envoie un conservateur foncier, il n'est pas autochtone. Il n'est pas un enfant de là. La façon dont la relation qu'il aura avec la terre n'est pas la même relation que le chef traditionnel peut avoir avec la terre. Vous voyez qu'il y a là-dedans une juxtaposition d'autorité, de considération, d'institutions qui en fait ne s'imbriquent pas comme on l'aurait souhaité. À partir de ce moment-là, on peut se retrouver dans des problèmes considérables. Parce qu'on demande aux collectivités territoriales décentralisées de promouvoir l'utilisation de la terre, promouvoir l'agriculture par exemple, n'est-ce pas? On demande dans les compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées la promotion des activités agricoles, silvio-pastorales, etc., pastorales. Donc, toutes ces activités-là, la promotion de l'élevage, ça s'appuie sur la terre. Il y aura des problèmes de pâturage. Il y aura des problèmes de culture, de plantes fourragères. Même si vous envisagez un élevage qui ne sera plus un élevage de nomades, où on a sédentarisé les troupeaux, bon, il faudra nourrir ces troupeaux. Il faudra cultiver. On cultive où? Le troupeau se trouve où? Dans quelle commune? Les champs pour nourrir ce troupeau se trouvent dans quelle commune? Vous voyez très bien que l'histoire de notre pays nous apprend qu'il y a souvent eu des conflits entre des communautés dites sédentaires qui sont des agriculteurs et des communautés qui sont par exemple des peuples de pasteurs, d'éleveurs, qui doivent déplacer leur bétail dans des conditions on a parlé de transhumance, etc., pour rechercher les pâturages. Donc, tout ça fait en sorte que nous avons une évolution qui, en l'état actuel des choses, n'est pas maîtrisée. Parce qu'on a bien créé les collectivités territoriales décentralisées. Elles sont chargées de gérer les questions d'urbanisme, mais en même temps, ce n'est pas elles qui gèrent la terre. Le maire, nulle part le maire ne décide d'un terrain. Même pas dans la grande ville de Douala. Le maire ne décide pas d'un terrain. Si le maire veut faire un aménagement foncier, il doit en référer lui-même à des fonctionnaires qui n'ont parfois rien à voir avec la localité dont il décide du sort. Vous voyez? Et nous avons eu des exemples importants. Par exemple, vous avez entendu parler de l'affaire d'Ikolo. L'affaire d'Ikolo, vous avez des autochtones qui vivent quelque part, qui au sens légal du terme sont propriétaires. C'est-à-dire, ils ont des terres ancestrales, mais les détiennent
à partir d'un certain moment, légalement, ils les détiennent avec des titres fonciers délivrés par l'État qui, lui, n'existaient pas du moment où les ancêtres s'établissaient à ces endroits-là. Mais maintenant, le titre foncier existe, l'État existe, il est là avec sa régulation. Et l'État leur a reconnu des droits de propriété à cet endroit. Il y avait par exemple 21 titres fonciers à cet endroit. Mais un opérateur économique en relation avec un ministre qui n'a aucun attachement avec cet endroit-là, qui se trouve à Yaoundé, avec un préfet qui n'a aucun attachement avec cet endroit, il peut décider du sort de cet endroit comme bon il lui semble. Il sait qu'il n'est pas de là, il partira demain, et puis un autre préfet viendra, s'il y a des casses à gérer, s'il y a des casseroles à traîner, et tout ça, il gérera ça comme il peut. Du coup, ces gens-là prennent la décision grave d'une expropriation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire séparer les gens de leur terre. Pourquoi faire? Finalement, pas pour un intérêt national. Parce que on a préparé les esprits à l'idée que on peut séparer quelqu'un de sa terre pourvu que ce soit pour l'intérêt de toute la nation. Et ça, tout le monde l'accepte. Mais il se trouve que dans la commission de constat et d'évaluation qui est prévue dans les cas d'expropriation et qui doit avoir en son sein le maire, le député, c'est-à-dire les représentants des populations censées être autochtones, qui occupent cette terre, qui ont le lien affectif avec cette terre qu'on veut exproprier. Mais on se rend compte que la mauvaise gouvernance fait en sorte que la commission de constat et d'évaluation, les gens ont trouvé le moyen de la court-circuiter. C'est-à-dire d'empêcher que le maire du coin, que le député du coin n'émette des avis par rapport à la raison pour laquelle on veut exproprier. Et ça a donné un drame social grave qui reste non résolu jusqu'au jour où nous sommes en train de parler. Ça doit donc nous amener à considérer que l'implication des collectivités territoriales décentralisées n'est pas allée comme on l'aurait souhaité. On aurait souhaité que le maire dirige les services cadastraux. Le maire ne dirige pas le cadastre. On aurait souhaité que les services de la conservation foncière soient domiciliés à la commune pour que le conservateur foncier soit impliqué dans le règlement des litiges fonciers. Or, le maire, le conseil municipal, qui est le groupe de ressortissants de la commune, qui doit administrer la commune, et qui dit administration, devrait dire gestion de la terre, puisque ces gens-là ont pour mission de promouvoir le développement agricole, de promouvoir l'occupation de l'espace, avec la définition des plans d'occupation des sols, etc., etc. Voilà donc des contradictions. Le maire est chargé de faire un plan d'occupation des sols, mais ce n'est pas le maire qui délivre le titre foncier. Le conservateur foncier qui délivre le titre foncier et qui détient les livres fonciers n'est pas un agent de la commune. Il n'est pas associé au règlement traditionnel coutumier des litiges. Ce n'est que accessoirement que sur le plan judiciaire, il peut être mis à contribution par les tribunaux. C'est un fonctionnaire qui vient, qui passe, qui s'en va, qui n'a aucun attachement avec l'espace qu'il est appelé à gérer. Donc, l'absence de la dimension affective, de la dimension anthropologique de ces fonctionnaires
appelés à gérer la terre à côté des collectivités territoriales décentralisées qui, elles, sont de plus en plus amenées à intégrer la dimension sociologique de la communauté qu'on administre. Parce que quand on vous dit que le président du conseil régional doit être un autochtone de la région, c'est bien parce qu'on considère que, en tant qu'autochtone, il va avoir une perception de la région qu'un non-autochtone ne peut pas avoir. C'est sa région. Il n'ira nulle part ailleurs. Il est bien obligé de s'occuper à fond du développement de sa région. On le dit aussi pour le maire de la ville. Toutes les grandes villes du Cameroun aujourd'hui sont gérées par des enfants qui sont des enfants de la région. Et quand on va voir plus loin même, ils ne sont que des enfants de la ville. C'est-à-dire que le maire de la ville de Marois, il ne va pas, il doit être un originaire de la région de l'extrême nord, mais il n'est pas un originaire du maillot Sava. D'accord? Il est bien un originaire aussi de là. Pourtant, la loi donne l'impression qu'il peut être, ce qu'on lui demande, c'est d'être simplement originaire de la région de rattachement de la ville. Mais dans la pratique, on va plus loin. Les gens recherchent que le maire de la ville soit un originaire de la ville elle-même. Or, il est originaire de la ville elle-même, mais il ne gère pas la question foncière. C'est de ça. Vous voyez le paradoxe que notre organisation traîne en elle-même. Il faut faire évoluer la législation de manière et l'organisation institutionnelle administrative de manière à ce que le maire ait la maîtrise, que le maire ait la maîtrise de l'administration foncière. Le maire aujourd'hui n'a pas la maîtrise de l'administration foncière. Il est complètement à côté. Il se bat sur les questions foncières comme n'importe quel autre individu. Mais la question a une autre échelle de complexité, qui est la gestion du domaine national. Le maire ou le président du conseil régional, ce n'est pas lui qui administre le domaine national, ou du moins la partie du domaine national qui se trouve dans son territoire de compétence. Le président du conseil régional du littoral, il ne décide pas des cessions. Il ne décide pas des baux sur le domaine national qui est dans le littoral. C'est le ministre qui en décide. C'est le chef de l'État lui-même qui en décide. Ces gens-là, en décidant, ne consultent pas le maire ni le président du conseil régional. Ils ne les consultent pas. La preuve, c'est que quand vous regardez les litiges fonciers, par exemple à Yabassi, dans le camp, vous avez un problème foncier là-bas sur 5000 hectares, où un opérateur économique originaire de l'Ouest, qui n'est donc pas anthropologiquement rattaché à la terre du département du Cap, est venu et a obtenu par des moyens qui ont exclu le maire, qui ont exclu le président du conseil régional, qui ont exclu tout le monde, d'exploiter 4000 hectares. Il demandait 5000 hectares. Le ministre des Domaines reconnaît lui avoir donné
une autorisation sur 4000 hectares à l'effet d'introduire les procédures de concession. L'intéressé n'a jamais introduit les procédures de concession sur les 4000 hectares que le ministre des Domaines souhaitait lui donner. Il exploite et qu'est-ce qu'il fait? Ni lui-même ne connaît les limites exactes de ces 4000 hectares, ni le maire ne connaît, ni les populations, ni les chefs traditionnels. Il se met donc à étendre la superficie qui l'intéresse comme bon lui semble, et dans cette boulimie, il détruit les plantations villageoises des autochtones. Vous voyez le problème qui naît de ce comportement. Il détruit les plantations villageoises, estimant que ces plantations se trouvent dans le rayon qui lui a été accordé. Pendant qu'il parle de rayon qu'on lui a accordé, le ministre produit des correspondances à l'endroit du préfet pour dire que l'exploitation qui est en cours est illégale. Mais personne ne met un terme à cette forfaiture et à ce paradoxe. Le maire de Yabassi est incompétent. Le maire de Ndom est incompétent, de Dobian est incompétent. Le maire de Konjok est incompétent. Le maire de Yingi est incompétent. C'est les 4 communes du département du Kam, à l'intérieur duquel se trouve cette exploitation de 4 ou de 5000 hectares. Qui est donc compétent? Aucun chef traditionnel n'est compétent. On se retrouve donc dans une situation inextricable, complètement inextricable, qui n'est que porteuse de perspectives de conflits à long terme. Parce qu'il se trouve en plus que dans la mise en valeur que cet opérateur prétend vouloir faire, il n'utilise pas les ressources humaines locales. Il fait venir les populations d'ailleurs. Lorsque vous faites venir des gens pour travailler sur 5000 hectares, c'est combien de personnes à peu près que vous pouvez faire venir? Quels seront les impacts de ce mouvement de population sur la culture, l'anthropologie, la sociologie d'une camp? Les mélanges des populations, parce que ces gens vont venir, ils vont avoir des relations avec des autochtones, les mariages vont se faire, les enfants vont naître, etc. Les nouveaux venus vont devoir acquérir eux-mêmes des terres, occuper des terres, etc., etc. Donc, ce n'est pas des problèmes qui devraient se traiter avec un claquement de doigts. C'est des problèmes d'une complexité inouïe. Et quand nous regardons ça, nous nous rendons compte que la gouvernance foncière pêche. Elle pêche dans sa façon d'être mise en œuvre. On a attribué aux collectivités territoriales décentralisées des compétences qui veulent que dans la réalisation, le foncier soit interpellé. Mais en même temps, les collectivités territoriales décentralisées n'ont aucune autorité sur le foncier. Même pas sur le domaine national. Encore moins sur le domaine privé de l'État, qui se trouve à l'intérieur de leur commune. Même pas le droit de préemption. C'est-à-dire que vous voyez très bien qu'à Douala, dans la commune de Douala 1er, à côté du collège Liberman, il y avait un domaine de plusieurs hectares qui avait été, sous les Allemands, une expropriation au profit des chemins de fer. Les chemins de fer ont cessé d'utiliser cet endroit. Le liquidateur de la régie Fercam n'a pas cru bon. L'État lui-même n'a pas cru bon de dire au liquidateur, cet espace-là doit revenir à l'État.
On n'a pas cru bon de faire en sorte que cet espace revienne aux communautés autochtones qu'on avait expropriées. On n'a pas demandé au maire. On n'a pas associé le député à la gestion de cet endroit. Qu'est-ce que le liquidateur a fait? Il en a fait une source d'enrichissement personnel. Il a vendu des terrains à X, Y, Z dans une commune où la commune n'a pas de réserve foncière. La commune de Douala Premier, si elle doit créer un établissement primaire ou si elle doit créer un centre de formation pour la formation, parce qu'elle a des compétences en matière de formation professionnelle, elle crée ça où? Tous les espaces à l'intérieur de cette commune sont habités. Il n'y a pas un endroit où vous trouvez la vie, la verdure, on dit que bon, ici, on va prendre, ici, on va habiter. Alors, s'il y a un espace comme celui-là, la commune aurait dû avoir un droit de préemption et prendre ça dans la perspective de la réalisation des projets d'intérêt commun. On a privé la commune de l'utilisation de ces terres-là pour les donner, pour les mettre en vente au profit des tiers, tout ça là, au profit même pas de l'État du Cameroun, d'un liquidateur. Bon, merci. Bon, je voulais relancer en disant que nous sommes effectivement dans le cadre d'un diagnostic participatif sur les collectivités territoriales décentralisées et la gouvernance foncière en Afrique et au Cameroun précisément. Ce diagnostic qui s'appuie sur 3 questions principales que nous avons relevées au départ. Alors, si l'on vous demande maintenant de manière synthétique en ce qui concerne les enjeux sur les CTD et la gouvernance foncière, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière brève? Premièrement, le développement harmonieux des espaces que vous avez appelés collectivités territoriales décentralisées, qui sont de 2 ordres au Cameroun. Les régions, qui sont des étendues plus grandes, et les communes, qui sont à l'intérieur des régions. C'est plusieurs communes qui constituent une région. Mais les missions qu'on a assignées à ces collectivités commandent qu'elles aient la mainmise sur la gestion foncière. La promotion de l'agriculture, le développement des activités piscicoles, la mise en valeur des sites touristiques, le développement des équipements marchands, construction des marchés, construction des gares routières, construction des lieux de loisirs, les parcs, les bois, etc., comme le bois Sainte-Anastasie à Yaoundé. Et quand vous regardez la ville de Douala, vous voyez où est-ce qu'on peut faire le bois, un bois comme le bois Sainte-Anastasie. Pourquoi? Parce que l'occupation de la ville ne s'est pas faite en rapport avec les projets de développement que les collectivités territoriales peuvent avoir mis sur pied. Donc, il y a là un problème à régler et urgent. Urgent. Les collectivités territoriales décentralisées, est-ce que la mairie, est-ce que la ville de Mombo a un titre foncier? Est-ce qu'il y a un titre foncier de la ville de Yaoundé? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un élément qui fait que on délimite la ville de Yaoundé, on dit que au-delà de ici, on n'est plus à Yaoundé? Non. Personne n'a jamais délimité la ville de Douala pour dire qu'à partir de cette borne-ci, de l'autre côté, vous n'êtes plus à Douala. Vous relevez de tel ou tel autre département. Parfois, vous avez des limites naturelles comme des cours d'eau. Et lorsqu'il n'y a pas de cours d'eau, et quand il n'y a pas de cours d'eau, on fait comment?
La limite, dans la brousse là-bas, la limite entre le littoral et le centre, c'est où? Parce que la Sanaga ne permet pas très bien de délimiter le littoral et le centre. Il y a des parties du littoral qui sont frontalières avec le centre. Il n'y a pas de cours d'eau. Derrière, dans le camp, derrière le camp là-bas, Nord Makombe, partout, il n'y a pas de cours d'eau. Donc, il y a un problème important si nous voulons que les collectivités territoriales qui sont chargées du développement économique et social puissent effectivement faire leur travail au-delà des questions de financement, des budgets et autres. qu'il faut habiliter les collectivités territoriales décentralisées à avoir la mainmise sur la gestion foncière. Que les collectivités ne soient pas des simples organes consultatifs, comme c'est maintenant le cas. Elles sont membres des commissions de constat et d'évaluation, elles sont membres de commissions pour lorsqu'il y a la tenue de palabre avec les sous-préfets qui viennent faire les immatriculations directes, la commission consultative. Elles sont souvent membres, le maire est souvent membre de la commission consultative. Mais pourquoi c'est le sous-préfet qui n'a aucun compte à rendre à personne dans la commune? Résultat, le sous-préfet vend les terrains. D'ailleurs, on les appelle chefs de terre, non? Chef de terre. Il rend compte à qui? À personne. Il prend l'argent, il encaisse l'argent, il ordonne des immatriculations directes à des gens qui ne sont pas là avant le 5 août 1974, comme l'exige l'ordonnance de 1974 fixant le régime foncier du Cameroun. La corruption aidant, les sous-préfets sont à l'origine des immatriculations directes ici qui privent les populations autochtones de leurs terres ancestrales. On fait venir des gens intéressés, viennent à gauche et à droite, font des immatriculations directes sur des terres où ils habitent là à peine dans les années 80 et on fait des faux constats d'occupation, on fait signer des gens qui parfois ne sont rien du tout parce que le niveau de corruption est tel que même les chefs qu'on dit, membres des commissions consultatives, les sous-préfets font des procès-verbaux de constat d'occupation, aucun chef n'est au courant. Et puisque le ministère des Domaines, qui délivre les titres fonciers, lui, il n'a pas un répertoire des chefs traditionnels. Donc je peux venir dans un territoire, je mets le nom de Limbi, je signe, alors que Limbi n'existe pas à cet endroit comme chef traditionnel de 3e degré. Je mets n'importe quel nom, sous le prétexte que c'est un notable. Et je prends les quelques fonctionnaires des domaines, des mines, de l'urbanisme et habitat, agriculture, qui sont membres de la commission consultative. Tout le monde signe, chacun a 100 000. Puis, on envoie le dossier au ministre. Le ministre est assis à Yaoundé, il ne consulte pas le maire. Il ne cherche pas à savoir si monsieur Ndong est effectivement là-bas. Est-ce qu'il vit là? Est-ce qu'il est là avant le 5 août 1974? Est-ce qu'il a fait des véritables mises en valeur? On ne fait rien de tout ça. On ne fait rien de tout ça. Et on valide. On dit de faire le titre foncier. Le conservateur foncier qui n'a rien à voir avec vos problèmes, qui est là, on lui donne aussi 200 000 ou 300 000. C'est fini. Il produit le titre foncier. Demain, après-demain, il s'en va. Un autre conservateur foncier arrive. Un autre sous-préfet arrive, etc., etc. Et quand les affaires remontent, eh bien, le ministre produit un décret qui annule le titre foncier avec pour motif
que l'État a été induit en erreur. Mais qui a induit l'État en erreur? Ce sont ses propres agents. Pourquoi? Parce que la collectivité territoriale, le maire, qui lui est de là, n'a pas été associé au processus d'immatriculation. Merci pour cet échange et ces éléments instructifs en rapport avec la question des enjeux dans le cadre des collectivités territoriales décentralisées. Alors, M. Abel Loubé, si on vous demandait de revenir ou bien de nous étayer sur les principaux défis que l'on peut relever dans cette gouvernance foncière en Afrique et au Cameroun en rapport avec l'action des collectivités territoriales décentralisées. Le premier défi, le plus grand défi, c'est d'améliorer la culture de l'appropriation légale. Améliorer l'appropriation légale de la terre. Est-ce que vous savez que quand vous allez à Akwa, à Daïdo, ou ici à Bonapiso, ou dans le canton Massa, vous voyez plein de vieilles maisons coloniales, les gens sont là depuis les années 50, mais ils n'ont pas de titre foncier. Certaines de ces maisons-là, ou de ces concessions familiales-là, n'ont pas de titre foncier. Pourquoi? Parce que l'idée et la corruption qui est venue aggraver les choses font que les gens perçoivent la procédure d'immatriculation comme une procédure difficile, longue. Résultat, beaucoup de gens sont au Cameroun, ils vivent. Ils n'ont pas de terrain immatriculé en leur nom. Donc, ils sont en proie à des événements dramatiques. Un opérateur économique peut s'approprier la terre sur laquelle vous êtes installé depuis votre grand-père. Simplement parce que vous dites que ce sont vos terres. L'État dit que c'est le domaine national. L'État ne reconnaît pas que vous avez un droit de propriété, puisque vous n'avez pas une immatriculation. Mais vous estimez culturellement, sociologiquement parlant, que c'est votre terre. Vous êtes là depuis 70 ans. Vous voyez le problème qui se pose? Or, toutes ces familles autochtones, elles devraient faire immatriculer leur terre pour éviter que les générations à venir ne se retrouvent sans ressources foncières. Ce qui est une grave problématique aujourd'hui pour les populations autochtones, notamment à Douala, à Yaoundé. À Douala, les populations autochtones n'ont plus de terre. Voici Bonapiso. Ça, c'est le canton Bel. Ce sont les terres traditionnelles des Bels. Mais si vous allez voir maintenant, vous demandez au chef Bel, un des chefs Bel, que montre-moi où est-ce que tu peux donner à ce fils Bel un terrain pour se construire. Il n'y a pas de terrain. Tout simplement parce que la pression foncière est telle que l'État lui-même a pris, avec les expropriations des Allemands, des Français, qu'on n'a pas rétrocédé aux populations autochtones. Les gens sont venus des autres contrées du pays, se sont occupés des espaces qui devaient servir de réserve foncière pour les autochtones. Aujourd'hui, les autochtones sont sans terre. Alors, vous croyez que ces autochtones qui sont sans terre
ils sont prédisposés à une vie pacifique à l'avenir, il y aura bien un moment où ces gens vont craquer pour dire donnez-nous nos terres. Et le fait que aujourd'hui les procédures d'immatriculation sont compliquées fait en sorte que les gens se retrouvent dans une forme de précarité. Deuxième chose, le deuxième enjeu. Ça veut dire qu'on peut parler de la simplification des procédures. Oui, bien sûr que oui, c'est de ça. Faciliter l'appropriation légale de la terre. Les autochtones, vous allez à Daido, vous trouverez plein de cours. Ces gens ne peuvent pas avoir de crédit. Ils ne peuvent pas avoir de crédit parce qu'ils ne sont pas propriétaires légaux. Ils sont obligés d'habiter là comme ça. Ils ne peuvent pas faire des mises en valeur particulières. Ils ne peuvent pas faire un bail amphithéotique parce qu'ils n'ont pas de papier, n'ont pas de titre foncier. Bon, du coup, ils sont aussi à la merci des opérateurs économiques d'une certaine moralité, qui eux prennent donc le risque de venir construire sur des terrains, dis donc, les supposés propriétaires en réalité ne sont pas des propriétaires légaux. Vous trouvez une famille, elle n'a pas les papiers. Elle vous dit que mais c'est notre terre. Et vous contractez avec elle. Vous quittez, l'investisseur construit, sous prétexte que c'est un bail amphithéotique. Sur 20 ans. Les 20 ans arrivés, comme il sait que vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas de titre foncier, il décide de ne pas partir. L'investissement ne vous revient pas. Il est sur le domaine national en réalité. Lui, il le sait. Vous, vous croyez qu'il est sur votre domaine. Mais quand vous allez en référer aux tribunaux, vous avez du mal à avoir gain de cause. Parce que vous avez mis en bail un terrain qui ne vous appartient pas. Et lui, il va obtenir un titre foncier sur cet endroit. Même comme il n'est pas là avant le 5 août 1974. Parce que la fraude, la corruption aidant, il va se prévaloir d'avoir fait une mise en valeur et on va faire des papiers comme si il était là avant le 5 août, comme si cette maison à étage a été construite avant le 5 août 1974 et on lui donne un titre foncier. C'est pour ça que vous avez une espèce de litige où vous avez des gens qui se présentent avec un titre foncier et les gens qui sont sur le sol vous disent cette terre nous appartient, nous ne partons pas. Comment vous avez fait pour avoir un titre foncier ici pendant que nous sommes sur cette terre et nous sommes ici depuis les années 40? Vous avez des problèmes. Parce que les populations n'ont pas développé la culture de l'immatriculation. Elles ont développé la culture de l'antériorité de l'occupation. Si j'occupe avant vous, je deviens propriétaire. Or, ce n'est pas ce que l'État, lui, il envisage. L'État donne le droit de reconnaître les droits de propriété à celui qui vient le voir. Pas à celui qui occupe effectivement. À celui qui vient le voir. Donc, il y a une amélioration à faire. La terre appartient à qui? Elle appartient à celui qui a l'argent, qui développe un grand projet, ou à celui, fût-il un pauvre, qui l'occupe depuis. Elle appartient à qui? Est-ce que la terre appartient? L'appartenance de la terre va dépendre, sera à géométrie variable, selon que vous êtes nanti ou pas. C'est la situation qu'il y a aujourd'hui. Et vous avez des voix qui s'élèvent pour dire la terre appartient à celui qui peut la mettre en valeur, c'est-à-dire celui qui a l'argent. Et vous avez des gens comme moi qui disent non, l'utilisation, qu'est-ce que vous appelez mise en valeur? La mise en valeur, c'est l'utilisation de la terre. L'utilisation de la terre ne vaut pas par rapport à sa taille. Si moi j'utilise pour faire ma case en bois, est-ce que je n'ai pas utilisé? Si vous voulez cet endroit pour faire votre hôtel à 6 étoiles, est-ce que moi, on doit m'enlever, on me jette dans la nature parce que
Vous voulez utiliser cet endroit pour faire votre hôtel de 6 étoiles? Voilà les questions que la gouvernance actuelle amène, et ce sont ces enjeux. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire la manière de pouvoir envisager le traitement de ces problèmes-là, c'est ce qui pourra garantir la paix et la cohésion sociale dans notre pays dans les années à venir. La facilité d'accès à la terre et autre chose, la cession de la terre. La cession de la terre. Elle m'appartient, je vous la cède. C'est un grand problème. La cession de la terre. Beaucoup de gens achètent la terre, mais achètent des terres dont ils ne peuvent pas mettre en œuvre des procédures de morcellement du titre foncier. Les terres sont bel et bien immatriculées, notamment dans le canton Bassa. Vous avez des familles qui ont pris la peine d'immatriculer leurs terres. Ça peut être 10 hectares. Puis, on partage, chaque famille constitutive du village reçoit sa dotation, mais cette famille-là ne peut pas sortir de l'indivision parce qu'elle n'a pas d'argent. Puis, elle va donc faire recours à des supposés investisseurs. C'est le nom qu'on leur donne maintenant. C'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, qui vont financer soit l'immatriculation directe, soit la sortie d'indivision. En contrepartie, ils vont recevoir, ces investisseurs, une quotité de votre terre. Et souvent, cette quotité-là dépasse ce que chacun des membres de la communauté a reçu. Si vous avez votre village ou votre famille reçoit dans le titre foncier collectif 4 hectares, vous voulez faire une sortie d'indivision, faire un morcellement du titre foncier collectif. On vous dit, toute corruption but, que ça va vous coûter 30 millions. L'État n'a pas mis en place une procédure pour dire, comme il s'agit d'une communauté, voici comment on immatricule. Et le coût est résorbé dans toutes les transactions qui vont se faire plus tard. Non, il faut que vous payiez avant que l'État ne descende avec ses géomètres, etc. Ça coûte 20-30 millions. Que fait la famille? Soit elle reste comme ça, et les gens n'ont pas leur titre foncier. Ils sont dans le titre foncier collectif. Mais comme ils sont donc dans le titre foncier collectif, le chef du village, au nom de qui le titre foncier a été établi? Parce que jusqu'à tout récemment, on libellait les titres fonciers collectivité de représentée par. Ce libellé-là faisait du chef le propriétaire du terrain. C'est ce qui fait que les chefs sont accusés de vendre les terres. Parce qu'une fois que vous avez dit titre foncier appartenant à la collectivité de Bonamang, représenté par monsieur tel, eh bien, le monsieur en question peut vendre à qui il veut, y compris vos terres. Vous, famille constitutive de la collectivité de Bonamang, vous êtes sous sa protection. Mais comme il est un mauvais chef, il dit que ça, ce sont vos terres. Mais comme vous n'êtes pas sorti de l'indivision, il continue, il vend vos terres. Il donne ça à tout le monde, à n'importe qui, et ces gens-là peuvent obtenir des morcellements. Quand vous viendrez vous en rendre compte, il est trop tard. Et de nouveau, les gens sont dans le zéro. Donc, la cession, les mécanismes de cession, à titre onéreux, c'est-à-dire les ventes, qui doivent entraîner des sorties d'indivision, des morcellements.
le coût du morcellement aujourd'hui est particulièrement élevé. Je suis de ceux qui plaident pour que, à défaut de baisser ce coût de façon substantielle, on pouvait trouver une procédure où l'État fait l'opération d'immatriculation et va se faire payer sur 5 ans ou 10 ans, c'est-à-dire progressivement, petit à petit, pour que les gens soient encouragés à venir immatriculer leurs terres. Voilà ce que moi, je pense de la réforme foncière. Je m'oppose et je me battrai pour que les idées que j'entends circuler sur la réforme foncière, qui vise à déposséder les gens des terres sous le prétexte qu'ils ne les ont pas mises en valeur, c'est extrêmement grave, parce que cela veut dire que si j'achète un terrain maintenant pour mes enfants, et puis ce terrain, je le laisse là, sans construire, vous pouvez venir demain et vous emparer de ce terrain parce que je ne l'ai pas utilisé. Le droit de propriété ne se consolide pas selon l'usage. Il est un droit indépendant de toute autre considération. Je suis propriétaire, c'est terminé, je suis propriétaire. Je dois pouvoir utiliser mon terrain, même si c'est dans 200 ans. Le garder à mes enfants si je veux. Bon, M. Abel Limilobe, merci pour ces éclaircies. Nous étions bel et bien sur l'axe stratégique numéro 2 portant effectivement sur les défis de la gouvernance foncière en Afrique. Et si l'on pouvait faire le rendu de ce qui a été déroulé, l'on note l'amélioration de la culture de l'appropriation légale de la terre. Ici, cette amélioration doit tenir compte de la simplification des procédures d'immatriculation. Tout à fait. Vous avez également relevé la cession de la terre à travers les mécanismes de cession. Je ne sais pas si le rendu est fidèle ou bien si vous pouvez ajouter en termes de défis avant de... Non, la cession, c'est que je te cède. Cela veut dire que j'ai une immatriculation. C'est ça, nous avons dit le premier défi, c'est que le jet soit un jet légal. D'accord? Parce que je vous ai fait voir dans le premier cas la dichotomie qu'il y a. Les gens qui se considèrent propriétaires parce qu'ils sont là depuis 100 ans, mais ils n'ont qu'un papier. Pourtant, l'État, dans la législation, prévoit qu'ils peuvent avoir les papiers. Mais tant qu'ils ne sont pas venus voir l'État, ils ne sont pas propriétaires. Ils sont sur le domaine national. Maintenant, s'ils ont acquis, ils peuvent céder. Les mécanismes de cession, eux aussi sont un problème. Ça fait en sorte que beaucoup de gens qui acquièrent restent dans l'indivision. Et en restant dans l'indivision, ils sont à la merci de celui au nom de qui le terrain a été immatriculé. Parce que si vous avez parlé principalement des collectivités territoriales décentralisées, cela veut dire que vous avez été préoccupé par le patrimoine collectif. Votre préoccupation n'a pas semblé être celle des individus. Donc, en matière de collectivité, l'occupation collective, il faut ensuite maintenant que cette occupation soit structurée de manière à ce que toute la collectivité soit effectivement propriétaire et puisse veiller. C'est peut-être ce que je peux ajouter parce que dans le libellé des titres fonciers collectifs, qu'est-ce que vous entendez? Collectivité 2, représentée par... Ce n'est plus ce qu'il faut faire. Il faut dire titre foncier appartenant à famille tant, famille tant, famille tant. Chaque famille avec son représentant. La famille tant, représentée par, ainsi de suite. Et le ministre de l'administration territoriale
il n'y a pas longtemps, venait d'attirer l'attention des sous-préfets dans le processus d'immatriculation directe sur la manière de libeller justement les propriétés collectives. Bon, nous allons enchaîner avec la dernière question de notre échange qui porte sur les perspectives. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les perspectives pour une meilleure implication des collectivités territoriales décentralisées dans la gouvernance foncière en Afrique et au Cameroun, ou bien au Cameroun et en Afrique? Alors, les perspectives ne sont pas reluisantes. Les perspectives ne sont pas reluisantes compte tenu d'un certain nombre de facteurs contingents. Au Cameroun, la corruption des fonctionnaires en charge de l'administration foncière obère complètement. La corruption obère toutes les perspectives des générations à venir. Le Cameroun est un pays de communauté. À chaque communauté, son terroir. À chaque terroir, une terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que à chaque communauté, sa terre et sa réserve foncière. Faute de cela, on peut se retrouver dans des situations de crise dues au fait que des membres d'une communauté n'ont plus de réserve foncière pour leur génération à venir. Lesquelles générations vont devoir se battre pour obtenir des terres. Cette approche nous montre que il faut recodifier les transactions foncières, notamment à l'échelle des collectivités. La préservation des droits des populations autochtones, la préservation des droits des populations autochtones, évoquée dans le préambule de la Constitution, suppose que des dispositions doivent être prises pour que les autochtones aient toujours des terres. Sinon, ils n'ont plus où habiter. Ils vont devoir migrer vers des terres qui appartiennent à d'autres communautés. Qu'est-ce que cela suppose encore? Cela suppose que un contrôle doit être fait sur les quantités cessibles. Quelqu'un qui n'est pas de Yabassi ne peut pas venir de son ouest natal s'approprier 5000 hectares dans le camp. Quelqu'un qui n'est pas d'une camp ne peut pas venir de sa contrée s'approprier 5000 hectares dans le camp, là où aucun enfant du camp n'a 1000 hectares. Les enfants du camp même n'ont pas 1000 hectares. Mais toi, tu viens t'approprier 5000 hectares. Bon. Quand tu t'appropries 5000 hectares, le camp a quelle superficie? Pour que toi seul, un seul individu qui n'est pas de là, toi tu prennes 5000 hectares. Ça veut dire que l'État a cessé de faire un contrôle opérationnel sur les mécanismes de cession de la terre. On te donne 5000 hectares. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Certains esprits simplistes vont présenter le problème comme un handicap au développement. Mais c'est faux. C'est archi faux. Nous sommes ici dans un libéralisme qui va dans tous les sens, où certains peuvent manger complètement les autres. Parce que si vous pouvez prendre 5000 hectares, donc vous pouvez prendre 10 000 hectares, vous pouvez prendre 30 000 hectares, vous pouvez prendre 50 000 hectares. Donc un individu peut partir de l'ouest, il vient prendre 50 000 hectares dans le camp. Et lorsqu'il aura pris ça,
la garantie que vous avez que ce monsieur va fructifier ça? Est-ce que ce n'est pas à des fins purement spéculatives? Il va s'approprier 5 000 hectares, il va s'asseoir ici à Douala, et tous ceux qui veulent cultiver viennent louer ça chez lui. Voilà tout le business que ce monsieur va faire. Il a 5 000 hectares dans le camp, il est tranquille, il fait immatriculer ça. Voilà, il reste tranquille, il s'assoit ici à Douala, et les gens commencent à venir louer. Et les gens qui louent, c'est les enfants du camp. Allez donc voir dans quel état d'esprit ils seront quand ils verront que eux, autochtones, dont la Constitution parle de préserver leurs droits, parce que la Constitution ne spécifie pas les droits. Elle dit l'État préserve les droits des populations autochtones. Parmi ces droits, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le droit à la terre. Il y a le droit à la propriété foncière. Mais si vous prenez les terres déjà, vous vendez tout ça, vous donnez ça, tout ça, soit en concession, à quelqu'un qui n'est pas de là, les gens de là, ils vont faire comment? C'est pour ça que quand j'ai rencontré le Premier ministre en septembre dernier, je lui ai posé la question. Le discours que le président de la République l'invite à retourner à la terre, que le président n'a de cesse d'évoquer dans ses différents discours. Il demande, il dit aux gens, la terre ne trompe pas, la terre va vous nourrir, retourner à la terre, etc. Est-ce que ça concerne les gens du littoral? Parce que si ça concerne les gens du littoral, s'ils veulent retourner à la terre, ils vont retourner sur quelle terre? Puisque toutes leurs terres sont prises. Dans le Mungo, les ressortissants de l'Ouest sont venus, ils ont occupé toutes les terres. Si un enfant du Mungo, lui, il veut faire son cacao maintenant, 10 hectares, il fait ça où? Un enfant de Banga, il fait ça où? Un ballon, un bonquet, tout ça, il fait ça où? Il fait ça où? Il va à l'intérieur de la forêt vierge là-bas, dans la frontière avec l'Ouest. C'est là-bas qu'il va aller. Il va faire ça où? Vous avez laissé une occupation anarchique à des fins purement spéculatives. Parce que toutes ces terres que les gens prennent, si elles étaient mises en valeur par des cultures, on verrait ça au marché, par l'augmentation de la production des produits vivriers, de l'huile, des palmes et patati et patata. On ne voit rien de tout ça. Donc, un contrôle sur les mécanismes de quantité cessibles. Il faut des quantités qu'on ne vous donne pas. Puisque l'élément dissuasif sur la boulimie, c'était la taxe foncière. Or, on n'applique pas la taxe foncière en brousse. Tous ces gens qui ont les titres fonciers de 2000 hectares, s'ils payaient même seulement 1 franc de taxe foncière par mètre carré, 1 hectare c'est 10 000 mètres carrés. 2000 hectares, c'est donc 20 millions de mètres carrés. S'ils payaient seulement 1 franc CFA par an de taxes foncières, ce sera 20 millions à payer tous les ans. Du coup, ceux qui veulent acquérir ça à titre spéculatif n'allaient plus le faire. Puisque, en attendant de vendre, lui, il doit payer 2 millions, 20 millions de francs de taxes. Or, les décideurs à qui je demande de protéger ou de fixer, de veiller sur les quantités, c'est eux qui doivent prélever la taxe foncière. Et c'est eux qui s'organisent à ne pas prélever. Bon, ça c'est un autre problème qui dépasse l'AGF. Bon, merci beaucoup, mon cher Abel Limbi Lobé. Nous pouvons vous réitérer que l'association des jeunes experts sur les questions foncières est une association dynamique qui est représentée ici au Cameroun à travers plusieurs collectivités territoriales décentralisées et à l'international également. Alors, notre choix auprès de vous comme personne et ressources n'a pas été fortuit.
On s'est basé sur vos multiples interventions dans les médias, votre riche expérience en ce qui concerne la question de la gestion foncière. On vous a vu défendre cette question auprès des collectivités ou bien auprès des communautés reconnues. Et nos domaines d'activité cadrent effectivement avec votre ligne d'ordre qui parle par exemple, on a la réalisation des projets étatiques et à travers des opérateurs économiques et l'utilisation responsable des terres suite à l'amélioration de l'accès aux fonciers par les riverains. Nous avons également l'accompagnement des communautés dans l'élaboration des cartographies participatives, dans la préparation des plaidoyers fonciers. Nous avons également comme domaine d'activité la sensibilisation et l'assistance des communautés sur la législation foncière et les différentes possibilités de sécurisation de leur patrimoine foncier. C'est très important. Également, nous avons l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées dans l'élaboration des schémas de planification spatiale. Nous ne pouvons pas détailler tous nos être exhaustif. Nos domaines d'activité dans le cadre de cet échange. Mais l'assistance aux populations et même aux collectivités territoriales décentralisées sur les procédures, je trouve qu'elle est une œuvre éminemment importante. Vous devez être soutenu parce que si nous voulons réduire les conflits et assainir un peu l'horizon pour les populations à venir, il faut effectivement que les gens soient propriétaires de leur terre au sens légal du terme. Au sens légal du terme. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Beaucoup de gens, comme je l'ai dit, vivent sur des terres. Ils considèrent que ces terres leur appartiennent, mais en réalité, ils sont sur le domaine national. Ils n'ont jamais rien fait pour s'approprier cette partie du domaine national qu'ils ont mise en valeur. Et s'il y a des gens comme vous qui peuvent les amener à régulariser la situation sans pour autant être les victimes de la corruption, à ce moment-là, vous avez relevé un grand défi. Parce que, comme je vous ai dit, la corruption est un grand frein. C'est un grand frein. Un travail pour lequel, regardez, le certificat de propriété, l'État vient de le relever de 3 000 francs qu'il coûtait à 25 000. Mais dans les conservations foncières, c'est 35 000 qu'on demande ici à Douala. Je ne sais pas pour Yaoundé et ailleurs. Si vous allez ici à Bounandio maintenant, dites que vous voulez le certificat de propriété du titre foncier 10612. C'est mon titre foncier. C'est l'un de mes titres fonciers. 10612. Dites ça, allez là maintenant. On va vous dire, oui, ok, 10612. Ok. Si vous donnez votre nom, on vous dit de donner 35 000. C'est-à-dire 10 000 francs au-delà de ce que l'État veut. 10 000. Et peut-être que dans d'autres localités, c'est peut-être plus cher encore. Plus cher encore. Regardez donc le nombre de certificats de propriété qui peuvent être délivrés à Douala chaque jour. Et faites le compte pour une année. Vous voyez qu'est-ce que la corruption coûte aux usagers. Donc, la question de la corruption est essentielle dans la réforme de la gestion foncière. Elle est essentielle. Tant que pour qu'un géomètre descende, un géomètre payé par l'État, il vous dit que l'État n'a pas le matériel. C'est ça le narratif qui accourt dans les services de cadastre.
le géomètre qu'on vous donne d'aller faire des levées topographiques, borner votre terrain. Il vous demande 300 000. Ici, à Bounadjo, c'est 300 000. Si vous devez aller un peu plus loin vers Japoma, là-bas et tout ça, on va vers les 500 000. L'argument, c'est que il doit louer le matériel, alors que le service départemental du cadastre a le matériel. Mais les 500 000 que vous payez là, c'est pour le géomètre. Parce qu'on vous fait quand même un état de cession que vous allez payer à la recette des domaines. Quand un simple citoyen voit ce coup-là, il s'en va habiter sans jamais faire les papiers. Il s'en va habiter sans faire les papiers. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre visite et je vous encourage beaucoup. Merci. Et je pense que vous ne devez pas faire de la question foncière une simple question d'intellectuel. Elle est une question éminemment politique. Vous devez tout faire pour qu'elle soit adressée aux politiques. Parce que si vous évitez qu'elle soit adressée aux politiques, bon, vous allez aller de séminaire en séminaire, vous faites des rencontres internationales et tout, mais les problèmes, eux, ils vont demeurer. Parce que les politiques, ils auront leur approche qui n'a rien à voir avec la vôtre. Vous allez chercher à régler le problème de population, les politiques, eux, vont chercher à avoir l'argent. Merci beaucoup pour cet échange enrichissant et nous comptons vous avoir comme personne ressource. Ah, je suis là. Si vous avez un séminaire, ça m'intéresserait de venir. Des activités et de votre expérience aussi. Vous êtes suffisamment éclairé sur la thématique. C'est l'une de nos motivations qui nous a poussé à vous. Parce que contrairement à ce que les gens... Parce que quand j'entends les gens parler de réforme foncière, en fait, vous avez deux grands courants qui s'affrontent. Un courant porté par des peuples enclins à se déplacer. Des peuples migrateurs. Les communautés comme les communautés de l'Ouest, qui sont tout le temps en train de quitter l'Ouest pour aller s'établir ailleurs. Elles imaginent, elles demandent une gestion foncière qui leur laisse la liberté de venir occuper un terrain simplement parce qu'on a trouvé les herbes. C'est différent des peuples qui ont une culture sédentaire, comme les peuples du centre, les Ewondo, tous ces gens. Ce n'est pas des gens qui... Tu vas aller au nord, là, tu ne vas pas trouver des Boulous qui sont partis s'installer là-bas. Ils ont une culture de rester sur place. Du coup, ils ont une autre perception de la terre. Ça, c'est ma terre. Même si je n'ai pas occupé ça, ça m'appartient. L'autre, lui, la terre n'appartient qu'à celui qui l'occupe. Voilà. C'est deux conceptions qui, effectivement, s'affrontent. Et qui donne lieu, qui devrait donner lieu à une prise en charge politique. La terre appartient à qui? Elle appartient à qui? Au Cameroun, j'entends les gens dire la terre appartient à l'État. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui aiment se déplacer partout. Nous qui sommes des peuples sédentaires, chez nous, la terre n'appartient pas à l'État. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons raison. La terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient à celui qui a un titre foncier. L'État lui-même a ses terres, parce que l'État a des titres fonciers. Il y a les terres qui appartiennent aux particuliers et aux collectivités. Puis il y a le domaine national qui appartient à la nation, qui est administré
par l'État et les collectivités territoriales. Et là, nous venons de voir qu'en réalité, on dit que les collectivités territoriales participent à l'administration, mais elles ne font rien, elles n'ont rien, aucun pouvoir. Maintenant, tu as aussi le domaine public. Et même dans ce domaine national, il y a 2 domaines nationaux. Il y a première catégorie, deuxième catégorie. Quand vous laissez qu'un individu vienne prendre 5 000 hectares, les 5 000 hectares là sont toujours dans la première catégorie. Ou bien en étendant son terrain, il va finir par entrer dans la deuxième catégorie. Au fait, qu'est-ce que nous gardons pour les générations à venir? Qu'est-ce que nous sommes en train de garder? Alors que nous savons que la démographie ne recule pas. Notre pays n'est pas à 20 millions d'habitants, puis il est en train de devenir 19, il est en train de devenir 18. Non, il monte. 25, certains disent qu'on est déjà à 30 millions, etc., etc. Bon, en 2100, parce que là on est en 2024, en 2100, on sera à combien? Peut-être à 40 millions. On va faire comment? Comment ça va se passer à Douala? Les autotos même de Douala vont vivre où?